Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter deux histoires qui viennent de Reddit. Ce sont les threads horror classiques, j'espère que ces deux histoires vous plairont, vous mettront quelques frissons. Personnellement elles m'ont fait un petit peu cogiter. Si la vidéo vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram, le lien est juste ici. Ça fait plaisir de voir que beaucoup rejoignent, c'est beau, je vois tous vos messages. Franchement, ça me touche. N'hésitez pas également à m'envoyer votre histoire flippante si jamais vous voulez que je la partage ensuite en vidéo. Je vous embête pas plus que ça avec une introduction et on est parti pour se plonger dans ces deux histoires de Reddit. La première histoire est l'histoire de Marcia. Marcia nous dit qu'elle avait 12 ans et qu'elle attendait devant son école en attendant de rentrer chez elle. Elle attendait ses parents. Alors qu'elle patientait, une grosse voiture qui lui semblait être une voiture familiale avec plein de place où on pourrait transporter donc une petite famille, s'arrête devant elle. Un homme la conduisait et il demande à Marcia si elle attend que quelqu'un vienne la récupérer. Marcia dit que oui, elle trouve ça un peu bizarre que l'homme lui pose ce genre de questions, mais l'homme lui dit qu'il est là pour venir chercher quelqu'un, donc rapidement Marcia se dit que cet homme est en fait un parent, donc sa garde diminue un petit peu. L'homme demande le prénom de Marcia, Marcia lui donne, et l'homme lui dit « Ah, mais c'est toi que je viens venir chercher. Ta mère m'a contacté pour que j'aille te récupérer, elle pourra pas venir. » L'homme se présente un peu plus, il dit qu'il s'appelle Sam et qu'il est le neveu de la mère de Marcia. Marcia n'a jamais vraiment rencontré la famille de sa mère, donc elle ne trouve pas ça incohérent qu'elle ne connaisse pas cet homme. À ce moment-là de la journée, il fait assez froid, Marcia veut juste rentrer chez elle, donc sans se poser trop de questions. Elle croit ce que lui dit l'homme et monte dans sa voiture. Évidemment, avec le recul aujourd'hui, elle se dit qu'elle a fait quelque chose de stupide, une des plus grosses erreurs de sa vie. Effectivement, on ne monte pas dans la voiture d'un inconnu comme ça. La mère aurait potentiellement prévenu Marcia que quelqu'un allait venir la chercher ou elle aurait contacté l'école pour que Marcia en tout cas soit au courant. Marcia monte donc dans le véhicule et le véhicule prend la route. Immédiatement, elle se rend compte d'une chose bizarre, c'est que la voiture va dans la direction opposée de la direction qu'il faut prendre pour rentrer chez elle. Marcia trouve ça un peu étrange, mais elle se dit qu'il y a d'autres chemins pour aller chez elle, donc pour le moment elle ne se questionne pas plus que ça. Mais rapidement, Marcia ainsi que l'homme dans la voiture se retrouvent au milieu de nulle part. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'elle a fait une grave erreur. Elle comprend que quelque chose ne va pas et la fatigue qui l'habitait disparaît pour laisser place à une profonde panique. La jeune fille essaie de ramener l'homme à la raison, elle lui dit qu'il faut qu'elle rentre, que sa mère ne l'autorise pas vraiment à sortir après l'école, mais l'homme, lui, ne dit rien, il reste les yeux rivés sur la route. Marcia commence à pleurer et elle se rend compte que les véhicules qui se trouvent à côté de là où elle se trouve, notamment quand il y a un feu rouge ou un stop, eh bien, les regardent. Pas les véhicules, hein. Les conducteurs regardent du coup Marcia parce qu'ils se disent « Tiens, c'est bizarre, la jeune fille pleure, peut-être qu'il se passe quelque chose. » Et d'un coup, le kidnappeur de Marcia, car oui on parle bien maintenant d'un kidnapping, tape violemment sur le volant et lui dit que ce serait beaucoup plus facile si elle se la fermait. Marcia va faire un move de génie, mais très dangereux, parce qu'elle comprend que si elle arrive à la destination que l'homme a prévue, elle se doute qu'il est probable qu'elle ne reverra plus le soleil se lever. Donc, dès que la voiture s'arrête de nouveau à un stop ou à un feu rouge, elle déverrouille la porte du véhicule et saute. Elle se dit que c'est une chance qu'elle ait fait ça de manière très instinctive, elle n'a pas réfléchi à la chose, parce que si elle l'avait fait, très probablement qu'elle aurait pris peur et qu'elle se serait, selon ses termes, dégonflée et qu'elle n'aurait pas sauté. Donc elle remercie le ciel d'avoir eu cet instinct. Encore une fois, instinctivement, elle avait quand même fait attention de ne pas être à 150 km/h sur l'autoroute pour faire ça, parce que là, tu t'en sors pas sans séquelles. Après, le hic, c'est que dans ce genre de situation, certes, toi, tu ne te fais pas mal parce que la voiture est à l'arrêt, mais ton kidnappeur, lui, peut également facilement te rattraper. En plus, Marcia est mal tombée. Elle est tombée sur la jambe et elle s'est fait très mal. Avec l'adrénaline et la peur, elle s'est relevée très vite et elle a commencé à courir, elle a jeté un œil derrière elle et elle a vu que l'homme a repris la route. Ses pensées étaient confuses, vous vous en doutez certainement, mais dans la précipitation, elle a remarqué quand même certaines choses. Elle a remarqué que quand elle a sauté du véhicule, l'homme a essayé de l'attraper, mais qu'il n'avait pas ensuite cherché à descendre du véhicule pour la remettre dedans et continuer son kidnapping. Certainement, selon ce que dit Marcia, que l'homme a pris peur, donc il a décidé d'abandonner le kidnapping et de se barrer. Alors qu'elle courait, Marcia a failli se faire écraser, mais fort heureusement, ce n'est pas arrivé. Le conducteur du coup de ce véhicule s'est arrêté, il est sorti parce qu'il voyait une jeune fille de 12 ans en pleurs, il a demandé ce qui se passait, lui n'a pas
continuer le traumatisme, hein, parce qu'il aurait pu dire ok, je vais te ramener chez toi, et Marcia aurait pu se dire mon Dieu, mais le schéma se reproduit. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé la police d'une part et également les parents de la jeune fille d'autre part. Ce fameux Sam n'a jamais été retrouvé, et à cause de cette panique que Marcia a vécue et que ses parents ont eu a posteriori quand ils ont appris ce qui est arrivé à leur fille, ils lui ont dit maintenant, quand tu finis l'école, tu attends toujours à l'intérieur et c'est nous qui allons venir te chercher à chaque fois. Et on peut comprendre que quand t'es parent et que tu apprends que ce genre de choses arrive à ton enfant, tu ne le laisses plus une seule seconde dehors quand il est à l'école. Et je pense que dès qu'il est 16h30 à la fin de l'école, tu vas le chercher. Bon, 12 ans, je crois que c'est plus collège que école primaire, mais en tout cas, tu attends devant les grilles et tu checkes à chaque fois s'il n'y a pas un Sam qui rôde dans les parages. Ce témoignage s'arrête là. Fort heureusement, il ne s'est rien passé. Clairement, c'est une tentative de kidnapping. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour confirmer ça. Et je pense que ça laissera également un traumatisme et que pendant pas mal de temps à cette période-là, Marcia a eu du mal à accorder sa confiance à des étrangers. Je pense que, à part les gens vraiment qu'elle connaissait, les inconnus, ça passait pas. Dans ce second témoignage, on va voir l'histoire de Lucas et de sa copine. Il dit déjà, pour donner un peu de contexte, que la mère de sa petite amie, qu'on va appeler Marine, était une énorme consommatrice de drogue dure. Ça fait que la jeunesse de Marine a été rythmée par les allées et venues de sa mère en prison. Marine a également vu des choses très dures pour une jeune fille, parce qu'elle a assisté à des événements de violence concernant un trafic de drogue, dont l'instigateur était principalement le mari de sa mère, qui n'était pas son père biologique. Très jeune, Marine a dû être indépendante, déménager pour sortir de cet environnement familial désastreux. Et à un moment donné, Marine pensait que sa mère était sortie de tout ça parce que sa mère lui a annoncé qu'elle attendait un enfant. Au début, Marine était évidemment assez choquée, elle se disait mais comment avoir un enfant dans un tel environnement, mais elle s'est dit elle a l'air clean donc je la soutiens. Malheureusement, Marine avait tort parce que sa mère a fait une overdose alors qu'elle était enceinte. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder la piscine. Donc qui a fait déborder le vase. Donc à ce moment-là, n'en pouvant plus de traîner, on va dire, cette situation compliquée, Marine a décidé de couper les ponts avec sa mère. Mais il y a un truc qui trotte dans sa tête. Elle se dit, ok, je coupe les ponts avec ma famille, mais il y a quand même un bébé qui va naître et je veux pas qu'il vive ce que moi j'ai vécu. Donc ce qu'elle décide de faire, c'est de prévenir les services compétents qu'il y allait avoir un bébé, qu'il y avait un bébé qui était dans la famille, mais qu'il n'était pas du tout dans un environnement sain. Les services compétents ont mis un peu de temps à intervenir, et malheureusement, un mois après sa naissance, le bébé est décédé suite à une overdose. Il avait également des signes de violence physique sur lui. Comprenez bien que dans sa courte vie, ce bébé a déjà connu un enfer des plus terribles. La mère de Marine a été arrêtée pour le meurtre de son bébé. Le mari, lui, a été arrêté pour mise en danger d'autrui. La mère n'a pas été libérée, mais le mari, lui, a pu être libéré sous caution. C'est quelque chose auquel Lucas et Marine n'ont pas forcément réfléchi. Une fois, on va dire que les services compétents ont fait leur travail, eux, ils sont retournés à leur vie. Mais ce petit détail leur donne, on va dire, des pistes de réflexion concernant ce qui leur est arrivé. Lucas nous dit qu'il aime bien avec sa copine, pour avoir un peu d'intimité, être devant la maison de Marine, dans la voiture, écouter de la musique, parler, se détendre comme ça. Mais au bout d'un moment, quelque chose s'est fait remarquer. Des voitures noires qui rôdent autour de la maison de Marine. Et c'est pas des voitures qui passent. À force de les voir, Lucas et Marine constatent bien que ces voitures sont toujours les mêmes. Ça se voit. Dans un premier temps, Lucas et Marine ne s'inquiètent pas parce qu'ils se disent que tout le monde est en prison. Donc c'est simplement juste voilà, des petits coups de flip, mais en vrai basés sur rien du tout. Mais quand ils ont appris qu'en fait, le mari de la mère de Marine était bien en liberté, là ils se sont dit il y a anguille sous roche. Lucas raconte qu'une des premières fois où il s'est vraiment passé quelque chose, c'était après avoir dîné avec sa petite amie, avec Marine. Ils avaient passé un bon moment, ils rentraient tranquillement vers la maison de Marine, et pendant 45 minutes à peu près, ils faisaient ce qu'ils adoraient, c'est-à-dire rester devant, dans la voiture à parler. Mais ils ont remarqué qu'il y avait une voiture, la même voiture noire qui passait régulièrement à côté de leur véhicule à eux. À un moment donné, une autre voiture noire venait dans le sens inverse d'où était garé notre petit couple. La voiture noire a mis ses pleins phares et elle a manœuvré son véhicule d'un coup, comme si elle allait foncer dans le véhicule de Marine et Lucas. Marine et Lucas ont pris peur, ils se sont précipités directement dans la maison. C'est tout ce qui s'est passé ce soir-là, mais ils ont encore remarqué de nouveau quelque chose plus tard. Pas dans la soirée, mais quelques jours plus tard dans la nuit. Il était aux alentours de 3h du matin et l'un des mêmes véhicules qu'ils avaient l'habitude de voir était garé devant la maison de Lucas. Lucas a vu le véhicule
Et ce qu'il a vu aussi, c'est qu'un homme en est sorti avec une lampe de poche et qu'il a scanné la cour de la maison de Lucas, les allées aux alentours. Il a un peu regardé tout ce qu'il y avait aux alentours, il a même regardé au niveau des fenêtres de la maison, et après il est parti. C'est quelque chose de très étrange. Mais ça ne s'arrête pas là. Encore quelques jours plus tard, de nuit de nouveau, Marine et Lucas sont ensemble. Ils traînent dans leur voiture comme ils aiment le faire. Apparemment, la situation qu'ils avaient vécue un peu avant ne leur ont pas sapé l'envie de faire ce qu'ils aimaient. D'un côté, c'est bien, d'un autre côté, c'est peut-être un petit peu dangereux de continuer à faire ça avant d'avoir établi ce qui se passait. Et donc, ils profitent du moment, mais ils remarquent qu'il y a une voiture garée un peu plus loin, cachée derrière une autre voiture. Et la voiture qui est garée un peu plus loin, c'est comme par hasard une des voitures noires qu'ils ont l'habitude de voir. Et c'est ce soir-là que tout a un petit peu dégénéré. Lucas et Marine constatent qu'il y a plusieurs véhicules noirs qui rôdent dans l'impasse où elle vit. Lucas décide de sortir pour fumer une cigarette et alors qu'il est en train de fumer, il se rend compte que dans l'obscurité il y a une sorte de masse noire. Ça lui fait très peur, donc il décide de faire sortir Marine de la voiture et de se précipiter avec elle dans la maison. Une fois qu'ils sont dans la maison, ils pensent être en sécurité, mais peut-être que ce sentiment-là est quelque peu erroné. Effectivement, ils entendent des bruits de bottes dans l'escalier en bois qui se trouve devant la maison. Ils savent que quelqu'un se rapproche, donc Lucas prend une batte de baseball et il attend à côté de la porte pour se défendre si jamais il se passe quelque chose. Mais les bruits de pas s'éloignent, le couple entend une porte de voiture claquer et un bruit de moteur qui s'éloigne. Ils ont attendu un peu de temps avant de sortir et voir ce qu'il y avait, mais il n'y avait rien. Rien de cassé, rien qui semblait avoir été endommagé, pas de signe de tentative d'effraction, rien du tout. Comme si en fait personne n'était venu. Le temps a encore passé et ces événements-là, non pas l'événement des bruits de pas, mais les événements des voitures noires qui rôdent, se reproduisent. Toujours, il y a peut-être quelques semaines qui y sont passées, mais à chaque fois, ces voitures-là sont là à observer sans qu'elles ne fassent rien. À force d'avoir fait leur fameux rendez-vous dans leur voiture, Lucas et Marine étaient capables de savoir un petit peu quelle voiture était dans le quartier, quelle famille avait telle voiture, donc ils arrivaient à savoir que ces voitures noires, c'était quelque chose d'inhabituel. Une fois, alors que Lucas était en train de retirer de la neige devant la maison de Marine, Lucas a plusieurs fois vu une voiture noire passer, et à chaque fois il a pu voir également qui était à l'intérieur. À chaque fois, c'était le même homme. Et c'est là que vous allez peut-être être assez frustré, c'est que l'histoire s'arrête là. La seule chose qu'on a pour conclure cette histoire, ce sont les théories de Lucas et Marine. Ils pensent que les individus qui conduisent ces véhicules noirs sont liés au mari de sa mère, et qu'ils sont là soit pour effrayer Marine, pour qu'elle ne témoigne pas contre le mari de sa mère si jamais il le fallait, ou alors, deuxième solution qui est la pire, ils sont là pour qu'elle n'en soit pas capable. Comprenez par là, enlèvement, meurtre. Dans les commentaires Reddit de cette histoire, quelque chose est mis en avant. Peut-être que certains d'entre vous y ont déjà pensé, et quand je vais vous le dire, pour ceux qui n'ont pas pensé, vous allez vous dire, effectivement, pourquoi ? Par rapport à tout ce qu'il se passe dans cette histoire. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Marine et Lucas n'ont à aucun moment contacté la police. La réponse est simple, parce que l'auteur du post, le post est assez récent, il date d'il y a 4 jours, a dit qu'en fait il pense être plus paranoïaque et surréagir par rapport à la situation. Je pense que pendant tout le temps il réfléchissait à tout ça, il voulait se rassurer. Ce qui est compréhensible, dans ce genre de situation, t'as pas envie de penser au pire. Mais les réactions des personnes qui réagissent à son post le font penser qu'il n'est pas si paranoïaque que ça et qu'il devrait aller à la police, donc ce serait prochainement une des choses qu'il va faire. En espérant que le fait de contacter la police permettra de mettre fin à ces nuits assez flippantes. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 2 témoignages, j'espère qu'ils vous ont plu. Ce sont 2 témoignages radicalement différents. Le seul lien qu'on pourrait trouver entre les deux, c'est l'aspect un peu automobile. Ça parle de voiture dans les deux. Fort heureusement, dans le premier témoignage, ça s'est bien fini, et dans le deuxième, pour le moment, c'est un peu en stand-by. Il ne s'est rien passé encore de dramatique à Lucas et Marine, et on espère que ça n'arrivera jamais. La meilleure des situations qui pourrait se produire, c'est que la situation qu'ils ont vécue, ça leur cause simplement une paranoïa, et qu'au bout d'un moment, les personnes en voiture noire, en fait, c'était juste des gens qui passaient là pour faire un déménagement, peu importe, et que ça s'arrête. On croise les doigts pour que ce ne soit pas en lien avec toutes les affaires de drogue liées au mari de la mère. En tout cas, peut-être qu'il y aura une mise à jour sur ce post plus tard quand Lucas et Marine en sauront plus. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai kiffé vous partager ces histoires. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo
et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram, le lien est juste ici si vous voulez avoir des petites news sur la chaîne. Je demande pas mal votre avis concernant des miniatures, des idées de vidéos, je prends aussi vos idées à vous, donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre l'aventure. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!